Elle s'est invitée dans tous les débats sur l'école ces derniers temps. La continuité pédagogique a été au cœur d'un système éducatif français ébranlé par une crise sanitaire inédite. Mais comment les enseignants ont-ils fait face à des injonctions parfois contradictoires et aux difficultés techniques pour assurer leur mission? L'enseignement à distance et le recours au numérique pourraient-ils devenir la norme? Alexandre Avier, chargée de recherche au Centre Henri Ecpers UNSA Éducation, autrice de l'étude enseignée dans la rupture Réflexion sur les enjeux de la continuité pédagogique en contexte de crise sanitaire, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Alexandre Avier. Bonjour. En quoi consiste la continuité pédagogique pour les élèves enseignants et les enseignantes? Alors pour vous répondre, je propose que l'on parte peut-être du ministère de l'Éducation nationale, pour qui la continuité pédagogique doit permettre plusieurs choses. Alors elle doit permettre aux élèves de progresser dans leurs apprentissages, de maintenir les acquis déjà développés, d'acquérir des compétences nouvelles quand les modalités, bien sûr, d'enseignement le permettent, mais aussi de maintenir un contact humain entre les professeurs et entre les élèves. Alors, si les documents institutionnels type circulaire, notamment celle du 13 mars, montrent bien que cette continuité est pensée au niveau académique et départemental, je pense que clairement sa mise en œuvre repose sur le travail individuel des enseignants, des chefs d'établissement et des directeurs d'école. Elle est aujourd'hui majoritairement réalisée via des outils numériques, comme on a pu le voir, mais elle doit bien évidemment, cette continuité pédagogique, être pensée sans le recours possible au numérique et se faire de manière peut-être plus traditionnelle. Donc on a vu pas mal d'initiatives enseignantes fleurir, allant de la chaîne YouTube jusqu'à ce qu'on pourrait considérer comme une école en drive, où les enseignantes déposaient le travail sur le bord du mur de l'école. Donc je pense que cette définition, elle n'est pas suffisante pour qualifier, pour comprendre la continuité pédagogique aujourd'hui. En fait, elle interroge deux éléments essentiels de notre quotidien, le rapport au temps et le rapport aux espaces et aux territoires. Alors, deux temporalités sont à l'œuvre, le temps scolaire et le temps du confinement. L'un demande une présence cognitive et l'autre, finalement, rend l'attention beaucoup plus difficile. Cette forme d'enseignement à distance, elle modifie aussi notre rapport au territoire. Les territoires scolaires et personnels se fondent pour n'apparaître que dans un seul lieu. Et donc, cette continuité se fait à domicile, depuis le domicile des enseignants jusqu'à celui de l'élève. Ça interroge donc le rapport à l'espace qui est nécessaire pour mener cet enseignement. Les enseignants et les élèves, est-ce qu'ils ont une pièce adaptée? Est-ce qu'ils ont un bureau, une chambre, un espace privé? Est-ce qu'ils doivent le partager? Ont-ils les matériaux aussi pour le faire, l'ordinateur, le téléphone? Et il en va aussi finalement du rapport à l'élève. Quelle distance on adopte avec les élèves? Doit-on leur répondre à n'importe quelle heure ou doit-on préserver des temps séparés? Est-ce que prendre des nouvelles des élèves, il faut le faire de manière intrusive? À quel moment l'enseignant, lui, va se sentir en tout cas intrusif si les élèves ne répondent pas au premier ou au deuxième coup de fil? Et à quel moment l'enseignant, il a le sentiment de dépasser peut-être aussi son action? Jusqu'où va ce métier? Ce sont un petit peu finalement ces questions-là qui, pour moi, sous-tendent la continuité pédagogique telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Mais alors, d'après vous, est-ce que cette période de crise a davantage révélé les inégalités scolaires? Je pense que la crise a révélé des inégalités scolaires. L'a-t-elle davantage révélée? Je ne crois pas. Aucune des inégalités, en tout cas, qui ont été mentionnées depuis le début du confinement, n'était nouvelle. Que ce soit l'accès aux outils numériques, les inégalités scolaires ou encore la distance par rapport à la culture scolaire. Aborder les établissements en réseau d'éducation prioritaire ou les zones rurales comme étant plus en proie à des inégalités scolaires, parler des décrocheurs en parlant des lycéens ou professionnels, je crois qu'aucun des professionnels de l'éducation avertis n'a découvert là de nouvelles inégalités. Par contre, ce qui change peut-être, c'est que les enseignants, et alors excusez-moi l'expression, mais se prennent en pleine face ces inégalités. Quand sur une classe de 24, un tiers rend le travail, quand des messages sont envoyés via des réseaux sociaux et qu'aucun collégien ne répond, quand on sait que quand on connaît les conditions de vie de ces élèves et qu'on les imagine chez eux confinés, je pense qu'on ne peut que se questionner sur son métier et sur sa place. Ensuite, est-ce que le confinement a accentué les inégalités? Alors, si on situe le décrochage scolaire en France à environ 11-12%, et qu'on pense qu'il y a eu entre 5 et 8% d'élèves dits perdus par les professeurs, on aurait tendance à dire que non. Bien évidemment, je pense que c'est un raccourci qui est très rapide,
Il faut à la fois prendre en compte la différence entre une moyenne nationale et la réalité par territoire, voire même par établissement. Il faut aussi faire parler les chiffres au début du confinement, mais aussi ceux à la sortie, en tout cas progressive, prévue à partir du 11. Il faut voir comment se passe la reprise et le retour en classe, car clairement aujourd'hui, ça ne laisse pas présager une réduction des inégalités. Reste que le rapport à l'école, en tout cas pendant cette période et jusqu'à la fin de l'année scolaire, aura de toute façon des effets visibles à la rentrée 2020. Et je pense que c'est là aussi où on pourra vraiment mesurer les inégalités. Par contre, ce qui est important à mon avis, c'est la question du comment. Comment on fait, comment l'école fait-elle, comment les politiques éducatives font pour réduire ces inégalités. Et je ne suis pas sûre que les réponses soient encore trouvées si on regarde les chiffres de l'OCDE, ni même certaines monographies de territoire scolaire. Justement, si maintenant on pense l'après-crise, est-ce qu'elle sera marquée selon vous par davantage d'enseignement à distance et de recours au numérique? Je commencerai par rappeler que l'éducation nationale tente de développer le numérique depuis les années 70. Et si elle n'a de cesse à chaque gouvernement de proposer des plans numériques, c'est bien que ça a du mal à se mettre en place. Proposer une éducation qui prend en compte les outils numériques, c'est combiner plusieurs facteurs et plusieurs acteurs. Des outils en nombre suffisant dans les établissements, des réseaux Internet et intranet qui fonctionnent, des professionnels formés, des élèves en capacité d'utiliser ces outils à la maison et dans l'établissement. Ensuite, avoir recours au numérique, ça va de l'utilisation du traitement de texte pour préparer ses cours à la maison jusqu'à la projection en classe de contenus vidéo et audio en passant par l'utilisation d'un tableau numérique. Donc, tout dépend d'où on met le curseur. Par contre, je rappelle, parce que c'est important, que selon l'étude prophétique donc publiée annuellement par le ministère de l'Éducation nationale, en 2016-2017, environ 10% des enseignants, premier et second degré, disposaient soit d'un ordinateur, soit d'une tablette à fin professionnelle. 2% des élèves du premier degré ont accès à un ordinateur à l'école, contre 62% au collège. Donc, d'un point de vue des pratiques, je pense que ceux qui utilisaient le numérique avant cette période de confinement continueront à l'utiliser dans leur classe. Je pense que ceux qui s'y sont essayés le maintiendront également. Mais par contre, je pense qu'il est important d'insister sur deux éléments. Le premier, c'est la privatisation de l'enseignement. Et le deuxième, c'est le rôle, le métier, les missions de l'enseignant. Ces deux éléments, pour moi, ils se regroupent dans une seule question. Que voulons-nous? Et par nous, j'entends la société. Que voulons-nous pour l'école de demain? Est-ce qu'on veut une école privatisée où les contenus s'achètent en ligne, où les établissements encore plus autonomes pratiquent leur politique éducative et leur propre recrutement, accentuant ainsi les inégalités de classe? Ou est-ce qu'on souhaite défendre l'école publique, le service public et redonner finalement au métier d'enseignant ses lettres de noblesse, avec au cœur de la compétence enseignante la relation humaine, la relation à l'enfant, qui finalement est une relation à l'altérité. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. Ce sont les enfants de la crise d'aujourd'hui qui bâtiront, à mon sens, la société de demain. Merci beaucoup, Alexandre Avier. Merci.